CNews Intégral Week-end et la deuxième partie de notre débat politique avec nos invités en plateau. Bonsoir Fadéa Méal, merci d'être avec nous, conseillère La République En Marche de Paris. Philippe Goujon, maire Les Républicains du 15e arrondissement de la capitale. Anas Kazib, merci également d'être avec nous, délégué Sudrail Paris Nord. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Il y a également Jean-Philippe Tanguy qui va arriver dans quelques instants, porte-parole de Debout la France. Mesdames et messieurs, je souhaiterais vous faire écouter ce son d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, hier en déplacement en Côte d'Ivoire à Abidjan, venu passer Noël avec les troupes, a proposé une trêve aux syndicalistes et aux grévistes. Vous allez nous dire dans un instant comment est-ce que vous avez perçu ce message. On l'écoute et on réagit juste après. Les mouvements de grève se justifient, ils sont constitutionnellement protégés. Mais je crois qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles. Voilà, donc j'appelle chacun à cet esprit de responsabilité bien compris. Chacun comprendra que la trêve ne veut pas dire l'acceptation, l'abandon, mais simplement l'esprit de responsabilité et le respect dû aux Françaises et aux Français qui parfois sont séparés et veulent se retrouver dans ce moment des fêtes. Donc je souhaite que l'intelligence collective triomphe. En tout cas, le gouvernement fera tout ce qu'il a à faire en ce sens. Anas Kazib, le chef de l'État fait appel à votre esprit de responsabilité. Nous, on est responsables. Et lui, j'ai vu qu'il faisait la fête aujourd'hui. Il fêtait son anniversaire en Côte d'Ivoire, le président de la République. Donc, alors, c'est voilà, pas tout à fait ça. Il est avec le millier de soldats présents à l'année en Côte d'Ivoire. Il était aussi en train de danser. Il y a plein de vidéos qui sont sorties, notamment sur Twitter et les réseaux sociaux. On voit que voilà, il est loin de la population. Nous, on est à côté. C'est-à-dire qu'on a une population qui galère, malheureusement, du fait de la grève. Et on ne peut pas vous dire le contraire. On est en grève. Donc, oui, les transports publics, lorsque ça ne roule pas, les gens galèrent. Mais à côté, on est des travailleuses et des travailleurs avec plus de 18 jours de grève reconductible aujourd'hui. Moi, j'ai fait le calcul, je suis à peu près à 1 280 € de perdus aujourd'hui. Et on voit qu'il n'y a pas l'ombre un peu compensé ou pas, non ? Comment ? Un peu compensé par les caisses des syndicats, c'est aussi Moi, je vous dis, les caisses de grève, moi, sur mon chantier, à peu près 250-300 grévistes. Si vous faites 1300 personnes à 250 personnes à 1300 €, là, juste sur cette période-là, parce que c'est pas fini encore, on a minimum encore toute la semaine et peut-être dès la rentrée 2020, il va falloir sacrément de l'argent, hein, parce que l'Infocom CGT, c'est la caisse qui est un peu la plus médiatique, elle a 1 million d'euros. Sur je ne sais pas combien de milliers de personnes en reconductible à RATP, SNCF, chez les profs, ça va être compliqué, quoi. Mais ça compense, c'est pas mal, ça met un peu de beurre dans les épinards, c'est plutôt politique parce que ça permet d'avoir de la solidarité, mais en rien ça remboursera pas les jours perdus. Sur la réaction, d'abord je ne peux pas vous laisser dire que le président festoie en Côte d'Ivoire pendant que la population est dans grande difficulté. Vous avez vu qu'il avait annoncé de façon très solennelle qu'il allait renoncer lui-même à la retraite de président de la République. C'est un acte qui est pourtant très avantageux. C'est un acte de solidarité par rapport justement au principe d'équité et de solidarité de la réforme. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il est à côté. Il festoie de faire. On va y revenir sur cette retraite. Je voudrais simplement dire, oui, la réaction, moi je trouve que ses propos, parce qu'il était à l'étranger, étaient extrêmement sobres, mais il était évidemment dans son rôle de garant de l'unité de la nation. Je pense qu'il a compris aussi les revendications parfois légitimes des conducteurs et de tous ceux qui sont aujourd'hui en cette situation, mais aussi des Français. Vous savez, moi je connais des familles qui se voient une fois par an. Et aujourd'hui, c'est décisif pour eux d'avoir des transports qui puissent leur permettre de partager ce moment de convivialité. C'est encore plus décisif d'avoir une retraite. Comme on dit, des Noëls, il y en aura plein. Une retraite, il n'y en a qu'une seule. Je pense qu'il est normal. Parce que si vous perdez le moment où vous liquidez votre pension de retraite et que vous perdez quasiment, nous on a fait les calculs, quand on prend le rapport de Levoix, c'est environ 55 centimes d'euros le point de Levoix lorsqu'on fait les simulations sur nos carrières. Mais vous ne perdez rien parce que vous n'êtes pas concerné. Écoutez, on perd 500. Vous ne serez pas concerné. Ah bon, pourquoi, mais vous le savez. Pourquoi on n'est pas concerné ? La majorité de personnes, puisque vous savez qu'elle rentrera en vigueur à partir de 75, et donc moi je ne suis pas né en 75, madame, je suis né en 87. Oui. Je suis né en 1987, j'ai 33 ans, j'ai 8 ans des SNCF. Je suis totalement concerné, c'est-à-dire que moi, la valeur du point s'applique complètement. Philippe Goujon, vous comprenez que les syndicats ne soient
toi pas sensible à cet appel à la trêve du chef de l'État? Moi, je suis déjà plus sensible au désarroi des familles qui, comme le disait Fadi Amial, sont séparées en cette période de fête, plutôt qu'aux problèmes des syndicalistes. Alors que certains, d'ailleurs, ont appelé aussi à la trêve. Il n'y a pas que des syndicats qui ont continué. Je pense qu'il est tout à fait légitime de la part du président de la République. C'est dans son rôle que d'appeler à la trêve. Maintenant, il est vrai que si la réforme avait été mieux préparée, sans doute si elle avait été différente, peut-être que nous n'en serions pas là et dans cette situation. Je pense qu'il y a beaucoup d'impréparation, d'improvisation, puisque malgré 2 ans de préparation de cette retraite par M. Delevoye et d'autres, on se trouve encore avec beaucoup d'incertitudes. Donc, la réforme des retraites, c'est considérable. Ça fait des années d'ailleurs qu'on réforme les retraites. Ce n'est pas la première réforme, mais jusqu'à présent, c'était surtout des réformes, des mesures d'âge qui permettaient d'équilibrer le système sur le plan financier. Aujourd'hui, on se trouve avec une réforme systémique, c'est un projet de société nouveau. Donc, on a beaucoup de difficultés et d'anxiété pour cette réforme, et surtout qu'il y a beaucoup de flou encore, ce qui inquiète encore davantage les Français. Donc aujourd'hui, il faut poser les choses. Je pense qu'il faut que les syndicats puissent accepter que le pouvoir légitime, démocratiquement élu, et qui d'ailleurs faisait des propositions lors de la campagne présidentielle, même si je ne les partageais pas toutes, c'est clair, puisse aller jusqu'au bout. Et que les différentes avancées, je crois, qui ont eu lieu récemment sur beaucoup de points concernant cette retraite, puissent permettre de sortir de cette grève qui paralyse le pays. Alors, moi, je trouve ça... Anas Kazib. Comme quoi, déjà, si on avait besoin d'avoir la confirmation qu'Emmanuel Macron est de droite, au moins on l'a sur ce plateau, c'est-à-dire qu'on a Madame Amara qui est pour... C'est Fadela, mais Fadela, Méal. pardon, j'ai pas retenu votre nom. Madame Fadela, excusez-moi. Fadila Méal, Fadila Méal, excusez-moi. Madame Améal et monsieur, j'ai pas retenu... Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement. Qui est chez les Républicains, qui partage exactement le même sort, c'est-à-dire... quand même, vous avez réussi à dire... Vous êtes donc de gauche, c'est clair, ça. Vous êtes de gauche, donc très clairement, même plus, non? Non, parce que vous nous opposez la droite. Vous êtes chez les Républicains. Les Républicains sont de droite. La République en marche est un peu dans le même temps, mais là, on voit que le projet de réforme... C'est pas le sujet du jour. C'est pas très grave, mais si je peux terminer, je vous écoute avec attention. L'UNSA n'est pas de droite et pourtant il propose une trêve. Je vous écoute avec attention. La première chose, c'est que vous avez parlé de l'UNSA. L'UNSA, 15 secteurs régionaux de l'UNSA ferroviaire ont mis un revers de la main à la fédération en leur disant, écoutez, ça fait 17 jours qu'on est en grève, il est hors de question qu'on fasse une trêve. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas d'unanimité forcément au sein de ces sections. On est largement loin d'être unanime. La seule région, excusez-moi, la seule région de l'UNSA ferroviaire qui a appelé à la trêve, c'est la région de Paris-Est. Toutes les autres régions ont fait des communiqués pour dire qu'elles étaient opposées à la trêve. Ça, c'est la première chose. Le deuxième syndicat réformiste, le deuxième syndicat. Oui, mais après, il faut savoir, il ne faut pas d'un côté demander que les syndicats appellent à la trêve et lorsqu'ils appellent à la trêve et que les gens ils leur disent non, dire qu'est-ce qui pèse. L'autre syndicat, c'est la CFDT Cheminot. La CFDT Cheminot a fait un communiqué pour dire il n'y a pas de trêve. La dernière chose que je voulais dire, arrêtez de parler des syndicats. Nous, on a fait une coordination avec quasi la totalité des secteurs RATP et SNCF avant-hier et on maintient et on appelle à durcir le mouvement. C'est-à-dire que demain, par exemple, à la maison de la RATP, il y aura un gros rassemblement pour dénoncer la répression policière et on n'en parle pas malheureusement, mais chaque matin, dans les dépôts de bus, juste si je peux terminer, parce que c'est très difficile en fait de... Vous parlez tout le temps, évidemment. Oui, si, en fait, je parle tout le temps. Excusez-moi, je suis pas sur les plateaux comme vous. Donc vous étiez aujourd'hui... vous étiez aujourd'hui sur un plateau télé, monsieur le maire. Vous étiez sur un plateau télé aujourd'hui ou pas? Est-ce que vous m'avez vu sur un plateau télé aujourd'hui? Incroyable ça. C'est pas moi qui m'invite sur les plateaux télé. Oui, d'accord, ok. Ah oui. Prenez-vous-en à la presse, prenez à tout le monde. Monsieur le maire, est-ce que je peux terminer une phrase? Merci. Est-ce que je peux terminer une phrase? Donc je voulais essayer d'un peu dégrossir l'effet syndical, c'est-à-dire que Martinez ou Laurent Berger peuvent dire ce qu'ils veulent. La base, elle est mobilisée aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'un effet gilet jaune, l'effet gilet jaune, à la base, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une détermination et une radicalisation du mouvement ouvrier à la base qui fait qu'en sorte que lorsqu'il y a des mots d'ordre qui viennent d'en haut, en bas, il y a une rupture. Alors Jean-Philippe Tanguy, qui ne s'est pas encore exprimé. Jean-Philippe Tanguy, porte-parole de Debout la France sur cet appel à la trêve du chef de l'État.
Bonsoir, excusez-moi mon retard. Il n'y a pas de mal. Dans la grève comme tout le monde. Non mais écoutez, malheureusement, Emmanuel Macron, il a créé cette situation et il a voulu cette situation un peu polémique, un peu caricaturale où monsieur se fait le porte-voix des malheurs des cheminots et pas des Français. Je veux dire, la plupart des Français, ils n'ont pas souhaité ce mouvement de grève. La plupart des Français, ils n'ont même pas souhaité cette réforme puisque l'âge pivot qui concentre l'essentiel des revendications des syndicats, peut-être en dehors de monsieur, n'était pas dans les promesses présidentielles de monsieur Macron. Donc en fait, on met la France dans la rue avec madame qui est sans doute de bonne foi en disant c'était dans la campagne présidentielle, mais la mesure qui concentre l'hostilité majeure des syndicats, y compris ceux qui auraient pu soutenir Emmanuel Macron, se porte sur ces 64 ans qui, effectivement, sont un mensonge de campagne. Il est temps que je puisse répondre sur plusieurs choses. La première, sur ce que vous venez de dire. En effet, la réforme a été inscrite dans la campagne. Ce point-là, technique, ne l'était pas. Vous avez raison de le dire. C'est plus que technique. Pour autant, je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'aujourd'hui, il y a une focalisation, parce que c'est le dernier élément. Moi, j'ai bien suivi le processus de la mise en grève. C'est parti de quelque chose qui était très concret à l'époque. Rappelez-vous, on disait le point, on n'y croit pas, il va baisser, il n'y a pas de loi. Ça a été levé. Après, il y a eu cette question sur finalement la pénibilité. Ah, la pénibilité, c'est pas pris en compte, donc ça a été d'une certaine façon clarifié. Après, il y a eu d'autres questions sur la retraite des femmes. Mais comment c'est possible? Les femmes seront les dernières perdantes. On apprend évidemment que la retraite minimum sera de 1 000 €. Et enfin, je veux dire, à chaque avancée, et je pense que la main tendue, elle l'a été d'une façon très très responsable. À chaque fois, il y a quelque chose. À chaque interrogation, un argument. Vous êtes sensible dans le passé. Le point et là où principal. Je suis d'accord avec vous. Vous avez mis la France dans la rue, tous les syndicats, je suis désolé, c'est les 64 ans. Je pense qu'il faut que les personnes qui nous écoutent se rendent compte de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a confié la réforme des retraites à un monsieur qui avait 14 mandats cachés. C'est-à-dire qu'il a dû démissionner parce que le 14e mandat, il ne voulait pas le révéler, un mandat de 6 000 €. Jean-Paul Delevoye, qui a 72 ans, cumulé 10 135 €. Oui, mais si je peux terminer. Voilà, je ne vous coupe pas, me coupez pas s'il vous plaît. Donc, il cumule 10 135 €, il cumule en pension de retraite 15 000 € par mois, et on demande, c'est ce monsieur qui a demandé de l'équité. C'est-à-dire, vous avez parlé de 1000... Vous avez pas... Je vous ai écouté, madame. Je vous ai écouté. Il est dans une fonction de ministre de la retraite et l'exemplarité. Vous avez raison, il en a pris... Mais vous n'aimez pas... Mais c'est insupportable parce que je vous ai écouté lire votre fiche. Laissez-moi, j'ai pas de fiche devant les yeux. Laissez-moi juste terminer. Vous avez dit encore deux choses. Vous êtes agressif, monsieur. Mais oui, mais je ne suis pas en train de vous agresser. Par contre, vous êtes en train de me couper. Alors, on va laisser terminer Anas Kazib. Votre front est les Français en train de s'effriter. Ah non, mon front va... Vous avez peur de la trêve parce que vous vous sentez dans une situation de fragilité. Si vous n'aviez pas peur de ça, qu'importe de faire une trêve d'une semaine, vos troupes seront là à la rentrée. Le gouvernement n'a pas non plus fait un geste. Est-ce que vous avez terminé, madame? Anas Kazib essaye de terminer son propos. S'il vous plaît, Jean-Philippe Tanguy. Anas Kazib, votre cinéma, on laisse conclure Anas Kazib. Oui, mais un plateau, c'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de couper la parole. Anas Kazib, on vous écoute. Donc la première chose, déjà rien que pour répondre à ce que vous avez dit sur la question de la trêve. Le dernier sondage ELAB, 46% des Français considèrent que la crise, elle est en partie la responsabilité, elle est en partie sur celle du gouvernement. 72% ne sont pas satisfaits du régime. 46% des Français, 57%, s'il vous plaît, Fadela Meal. 57% des Français sont derrière le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Ça, c'est juste pour vous montrer que la population, elle est de notre côté. Derrière, vous avez dit une énormité, c'est-à-dire que la valeur du point n'allait pas baisser. Deux choses. Page 8 du rapport Delevoye, sur la page 8 du rapport Delevoye, il est dit que le système par points est un système pilotable et adaptable en fonction de la démographie et des règles économiques. Mon meilleur ami François Fillon, qui est un grand gauchiste, il a fait le meilleur tract syndical en disant qu'il était inscrit dans la loi. Oui, c'est mon meilleur ami François Fillon. François Fillon, il a fait le meilleur tract syndical en disant quoi? Devant les patrons en 2017, durant la campagne présidentielle. François Fillon a dit la main sur le cœur. Je suis pour le système par points, mais il ne faut pas mentir aux Français. C'est un système pour pouvoir dévaluer les pensions de retraite et pouvoir baisser les pensions de retraite des travailleurs et des travailleuses. Ce que vous nous dites, si on lit entre les lignes, c'est que vous ne faites pas confiance
vous n'avez pas confiance en ce gouvernement. Non. Comment vous voulez faire confiance à un gouvernement? Peu importe les promesses du gouvernement sur l'inscription dans la loi pour le point, la règle d'or, etc. Tout ça, vous n'y croyez pas. Pour l'instant qu'on l'entend, il n'y a pas de projet de loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de loi sur la table qui passe à l'Assemblée. Ça sera au moment où le projet de loi passera à l'Assemblée qu'on verra réellement ce qu'il y a. Aujourd'hui, ce que nous, on a, c'est un rapport de 132 pages qui a été fait pendant 18 mois de concertation, plus de 300 réunions, et Jean-Paul Delevoye s'en satisfaisait justement. Il a écouté sur la pénibilité, il est passé de 128 nuits à 110 nuits. Déjà, regardez le nombre de salariés quand même un qui passent à 110 nuits. Ministre devant le Conseil économique et social qui fixe un petit peu le cadre. Je vous l'accorde, qui est loin d'être totalement détaillé. Il a dit il y a un conseil, mais derrière c'est le gouvernement qui aura la main sur le point. Comment un gouvernement aujourd'hui en 2020 ou en 2019 peut s'engager sur la valeur du point en 2035? Ce n'est pas possible. Négocier avec les partenaires sociaux. Et c'est pareil pour la décote. Inscrit dans la loi et avec indexé sur les salaires. De toute façon, il n'y a pas la relation de confiance, on le sent. Donc, moi, je pourrais vous avancer tous les éléments. C'est vous qui êtes au gouvernement, ça vous de vous préoccuper de ça. C'est pas à nous, on n'est pas élus du peuple. Mais non, mais attendez, vous êtes dans une position idéologique. Philippe Goujon, je ne suis pas idéologique. Je vous ai même cité les numéros de page du rapport. On peut essayer de ramener un petit peu de sérénité et de raison dans ce débat. Alors je sais que c'est difficile avec des syndicats révolutionnaires. Bon, il y a des syndicats réformistes avec lesquels le gouvernement discute, et puis il y en a d'autres qui effectivement sont dans un autre comportement pour d'autres et qui suivent d'autres objectifs. Est-ce qu'on n'est pas respectable, monsieur? En réalité, Philippe Goujon, terminez. Alors vous ne voulez pas ne caricaturez pas en parlant de révolutionnaire. On a le droit d'être contre une réforme ou pas? Est-ce que c'est notre droit en tant que citoyen? On a le droit d'être contre une réforme en tant que travailleur? Je vais vous répondre. Qu'est-ce qu'a dit le secrétaire général de la CGT, cheminot? Il a dit qu'il faut faire la révolution et que tant que la CGT fonctionne, c'est pas grave si la SNCF se casse la figure. Bon voilà, il a dit qu'il voulait la révolution. Bon, c'est peut-être pas votre cas. Écoutez, je sais pas, j'ai un pin sur la je vais pas parler à la place de Laurent. Je ne personnalise pas, je parle des syndicats. Il y a des syndicats révolutionnaires, il y a des syndicats réformistes. C'est comme ça. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit, enfin moi je pense sincèrement, qu'il s'agit de pérenniser notre système de retraite par répartition et de faire en sorte que dans l'avenir, on puisse continuer à payer les pensions des retraités. Et si possible, et c'est un objectif qu'il faut atteindre absolument, ne pas diminuer le pouvoir d'achat des retraités qui l'ont déjà été un peu par l'augmentation de la CSG, etc. Donc il ne faut pas non plus obérer l'activité économique en n'augmentant pas les cotisations. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste soit des mesures d'âge, soit la retraite par points. La mesure d'âge était quand même plus facile à mettre en place. Je ne dis pas qu'elle réglait tous les problèmes, bien au contraire. Mais elle était plus facile à mettre en âge. Ce qui était proposé par certains, effectivement, et notamment par nous, c'est d'augmenter d'un trimestre tous les ans pendant 12 ans. Regardez ce qui se passe dans les autres pays européens. Il n'y a pas un pays qui est à 62 ans de départ d'âge légal à la retraite. Ils sont tous à 63 ans, voire 67 en Italie. Je ne dis pas que c'est l'objectif, parce que et si on pouvait, et grâce d'ailleurs à cet éloignement, si je peux dire, progressif, très progressif, qu'on repousse l'âge de départ à la retraite, eh bien, on peut d'abord récupérer 10 milliards par an, ce qui permettrait d'augmenter les petites retraites et aussi peut-être de commencer à financer les mesures concernant la grande dépendance. C'est une proposition. Monsieur le maire, déjà, vous cherchez à récupérer 10 milliards, alors que déjà, rien qu'avec le passage de la réforme, c'est-à-dire qu'il y a 10 milliards qui vont disparaître sur 2 ans, par exemple. Parce que avec le revenu des cadres supérieurs, d'accord, dépassant 10 000 euros, sur les 300 000, parce qu'il y a quand même 300 000 travailleuses et travailleurs dans ce pays qui gagnent plus de 10 000 euros. Lorsqu'on fait le calcul en termes d'assiette de pension de retraite, c'est 4 milliards qui sortent du paiement des pensions, d'accord? Donc 4 milliards, si on fait ça sur 20 ans, ça fait quasiment 80 milliards qui disparaissent pour payer les pensions. Lorsqu'on peut prendre certaines valeurs, c'est-à-dire que si on remonte à l'égalité homme-femme, quand même on pourrait essayer de réclamer l'égalité homme-femme sur les travailleuses et travailleurs, il y a 4 milliards qui rentreraient dans les pensions. Donc on peut vous trouver des milliards. Si c'est les milliards que vous cherchez, on peut vous les trouver. Alors là, on est un petit peu trop sur la technique. C'est technique, mais il faut comprendre pourquoi les gens se mobilisent. Jean-Philippe Tanguy. J'aimerais revenir à l'équilibre financier quand même. Oui, mais l'équilibre financier. Il y a que 2 milliards de déficit. Enfin, c'est le système. Le système français, c'est le système de retraite le moins déficitaire du monde. D'accord? Lorsque vous regardez le système des retraites américain, c'est un gouffre. D'accord? Par exemple. Le corps parle de près de 8 à 17 milliards en 2025. Et quand on est d'un pays qui a plus de 100% d'endettement, je pense que c'est quand même difficile de dire qu'il n'y a pas de problème d'équilibre financier. Le carrousel de TVA, c'est 17 milliards chaque année, monsieur. Je préférerais mettre des agents du fisc à les récupérer
récupérer ces 17 milliards de TVA, ou encore, selon l'IRIS, entre 100 et 120 milliards de fraude fiscale chaque année. Je préférerais embaucher 2000 personnes pour le trésor public et aller récupérer cet argent plutôt que faire en sorte que la femme de ménage, le caissier ou le cheminot partent à 70 ans. Je préférerais faire ça. Et comme ça, mais monsieur, la femme de ménage dont vous parlez, quand elle travaillait moins de 150 heures par trimestre, elle ne cotisait pas. Vous le savez, ça. Et qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, parce qu'on fonctionnait par trimestre. C'est faux, madame, tout le monde 150 Vous n'allez pas corriger, vous ne corrigerez pas une injustice. Vous confondez validation des trimestres et cotisation. C'est pas la même chose. Alors le chef de l'État Emmanuel Macron, 150 heures, c'est la validation d'un trimestre. À Abidjan, le chef de l'État hier a annoncé qu'il renonçait à sa future retraite de président. J'aimerais également vous faire réagir là-dessus. Anas Kazib, c'est l'équivalent de 6 220 € bruts. Il a également annoncé qu'il ne siégerait pas au Conseil constitutionnel. On va aller voir les chiffres dans un instant auxquels il renonce. C'est un geste qui peut éventuellement apaiser la situation, ou alors c'est un coup de communication, comme certains osent le dire. Moi, je trouve que c'est complètement démagogique. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il était déjà banquier d'affaires chez Rothschild. Ce monsieur n'a pas 65 ans, Emmanuel Macron. Donc, je suppose que même, admettons qu'il refasse un deuxième quinquennat, il va aller encore travailler demain. Lorsqu'on regarde par exemple quelqu'un comme Sarkozy qui aujourd'hui est dans le conseil d'administration de Accor, qu'on regarde François Fillon qui est dans le conseil d'administration de AXA, lorsqu'on voit que Sarkozy, on avait critiqué, vous vous rappelez l'époque où il faisait les conférences au Qatar pour 100 000 ou 150 000 euros. Je pense que Emmanuel Macron n'aura pas de problème de retraite. Par contre, c'est un affront, c'est-à-dire qu'il essaye de faire croire qu'il se met au même niveau que le smicard, la caissière ou la femme de ménage qui, elle, aura besoin de sa retraite. Je rappelle quand même que Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, un président de la République comme Valéry Giscard d'Estaing vaut 2 millions d'euros chaque année aux contribuables français en termes de sécurité. Sur ce plateau, on a compris. Philippe Goujon. Non, moi je voudrais dire juste un point, c'est que, oui, effectivement, ça aurait été plus sincère s'il l'avait dit, par exemple, au début du quinquennat. Par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut revenir sur cette loi de 55, qui est absolument invraisemblable, puisque un président, quelle que soit la durée de son mandat, quel que soit son âge, touche effectivement 6 000 € de retraite. Donc c'est très bien que la retraite du président s'aligne sur le nouveau statut des retraites. Et c'est le cas des députés également. Bien sûr, et puis ça le sera aussi pour les sénateurs, je pense. Enfin, il y a une évolution. Donc non, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est une évolution. Donc le président de la République travaille, il a droit à une retraite, peut-être pas celle-là, il a bien fait d'y renoncer, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une retraite qui soit plus adaptée. Quant au Conseil constitutionnel, je vais dire juste une petite chose. Quand même, il prend 6 000 € de pension de retraite jusqu'au Conseil sur 5 ans. 6 000 €, vous savez combien il faut un travailleur pour gagner 6 000 € à la fin de la retraite? C'est quand même incroyable. Lorsqu'on regarde Jean-Paul Delevoye, en 2 ans, il gagne 1 000 €. Vous êtes satisfait qu'il y renonce? Il faut en finir avec la politique professionnelle. Je suis désolé. Mais c'est hypocrite. C'est une chose entre renoncer sur le Conseil constitutionnel. Alors, pas tous en même temps, messieurs, on ne vous entend pas. Jean-Philippe Tanguy, ça signale. Non, mais c'est difficile avec les révolutionnaires de pouvoir s'exprimer sur un plateau de façon démocratique et sereine. Et dire que c'est des magots et après dire que c'est trop. Donc il y renonce. Nous, à Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, on a toujours... Excusez-moi. Jean-Philippe Tanguy. Excusez-moi, merci. On a toujours voulu supprimer ces avantages. Donc on ne va pas se plaindre. Malgré tout, Monsieur Macron, il était chez Rothschild. En 18 mois, il a gagné 2 millions d'euros. 2 millions d'euros net. Ça veut dire qu'en fait, il a gagné en 18 mois 10 ans de retraite auquel il renonce. Donc, si M. Macron était sincère, il s'engagerait à ne plus jamais travailler pour une banque, pour une institution financière, pour une multinationale. Là, il ferait un vrai engagement devant les Français que les Français attendent. C'est pas en renonçant à une monnaie de singe. C'est très illusoire. C'est pas illusoire. C'est pas illusoire. C'est les seuls. Désolé. Vous imaginez le général de Gaulle aller travailler pour une banque ? Non, voilà. Donc, M. Macron, c'est vrai qu'on l'imagine plus facilement aller travailler pour une banque, puisqu'il l'a déjà fait, et que par rapport à ses conflits d'intérêts, il a mouillé dans Alstom. Il reste libre de travailler. Excusez-moi, monsieur Tanguy. Vous ne pouvez plus travailler quand vous êtes. Alors, Fadé Améal, on va laisser répondre Fadé Améal. Juste pour en mettre. On va juste laisser. Monsieur Tanguy, je vous rappelle quand même que Nicolas Dupont-Aignan, c'est quand même le candidat à la présidentielle avec le plus gros patrimoine, alors qu'il a fait Allez, 2 minutes, on dépasse de la politique. Donc moi, je veux bien, mais mettez pas Nicolas Dupont-Aignan. Allez, Fadé Améal qui va répondre à Jean-Philippe Tanguy. C'est vraiment de la petite politique. Non, c'est pas l'argent du contribuable. Fadé Améal, s'il vous plaît. C'est de la petite politique. Fadé Améal. C'est pas la petite politique. Je vous dis qu'il l'a fait en toute transparence. Il était banquier, Où sont ces 2 millions d'euros ? en toute transparence. Où sont les 2 millions d'euros, et qu'il a été élu
Où sont les 2 millions d'euros? Alors, on va laisser juste Fadi Améal terminer. Vous répondez. J'aimerais qu'il réponde sur les 2 millions je d'euros. vous réponds pas parce que non, ça c'est sûr. Mais comme vous dites, il l'a pas fait de façon insidieuse et souterraine. Tous les Français savaient et ils lui ont accordé sa confiance. Non, madame. Mais oui, c'est 2 millions bien sûr d'euros. que si. Et il n'y a pas de trace dans la déclaration d'intérêt, M. Matt. On va juste terminer. Elle ne répond pas aux 2 millions d'euros. Elle dit tous ces transparents, ça ne l'est pas. Peut-être pas besoin de répondre sur la question des 2 millions d'euros. C'est comment on peut sortir de la crise. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Pour les Français, c'est comment on peut sauvegarder en effet ce régime par répartition en tenant compte évidemment des interrogations, de demandes de clarification et des arbitrages politiques qui vont être faits et que tout le monde soit dans une relation gagnant-gagnant. Mais si vous êtes tout le monde est perdant, dans une position... Enfin, il y a des perdants, il y a des vous gagnants. avez décidé de toute façon... Non, mais madame, ce vous avez commandé un rapport. Est-ce que vous y croyez à ces négociations, à ces discussions entre syndicats et gouvernement? Est-ce que vous y croyez? Non, mais moi... Quel est l'espace de discussion? Ils ne sont pas dans les négociations. Déjà, moi, je rappelle la position de Sudrail. Quelque chose sur lesquels on peut négocier. On peut parler de l'âge pivot, par exemple. Juste par rapport à Sudrail. Nous, on est contre le fait de négocier la régression sociale. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'on négocie un système qu'on rejette en bloc. Nous, on considère... Si vous ne négociez pas, vous ne pourrez pas savoir... Lorsqu'on prend... Vous rejetez tout en bloc. Non, mais juste... Non, mais je vous ai expliqué tout à l'heure le cas, comment on peut aller récupérer de l'argent. Vous avez regardé à droite et à gauche. Donc, juste quand on prend le corps, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des retraites. Qu'est-ce que dit le corps? C'est pas moi, Anas Kazib, qui a demandé ce rapport, c'est le gouvernement. Lorsqu'on prend le Conseil d'orientation des retraites, il dit... Lorsque vous augmentez les cotisations de retraite de 0,3%, l'ensemble des systèmes de retraite sont à l'équilibre. Les Français ne veulent plus. Et les entreprises s'écroulent. D'augmentation des... On a déjà le plus grand taux de pression fiscale. Mais Madame Fadela, dans le rapport de Levoix, des impôts et des taxes, ça augmente de 3 points. On est champion du monde des impôts et des taxes dans ce pays. C'est pour ça que le pays coule. Mais ça augmente de 3% dans le rapport de Levoix. Certaines cotisations. Mais c'est vraiment simpliste. Mais le rapport de Levoix, c'est pas la loi déjà, pour commencer. D'ailleurs, il n'est même plus là. Moi, je ne suis pas partisan de certaines choses. Écoutez, c'est un ancien Chiracien. Il faut pas faire croire que Jean-Paul Delevoye ne connaît rien au système des retraites. Il était là en 2003 pour la réforme de... Ce n'est pas la loi, ce n'est pas son projet. Aujourd'hui, c'est un autre projet qui est discuté. D'ailleurs, j'ai un petit doute sur les rapports. Vous savez, moi, je suis cheminot. Il y a eu le rapport Spinetta. Lorsque vous prenez le pacte ferroviaire, à la virgule près, c'est ce que M. Spinetta a mis dans son rapport. Monsieur, quand même, ne faisons pas croire aux gens qui écoutent qu'il y a Jean-Paul Delevoye qui a fait 18 mois de concertation, qui a ramené des valeurs chiffrées pesées par des économistes. Il a travaillé 132 pages et qu'on voudrait faire croire que, comme ça, ces 132 pages disparaissent. La Bible, en tout cas, dans les mots d'Édouard Philippe, la totalité de ce que confirme Édouard Philippe, à part sur la pénibilité, sur les 128 nuits qui passent à 110, tout le reste, pourquoi il n'y a pas de simulateur du gouvernement, madame? Parce que vous savez très bien que la valeur du point, elle est à 55 centimes. Vous n'attendez même pas de réponse de ma part. Alors, sur je suis en train de vous poser une question. C'est combien la valeur du point proposée par le gouvernement? Dites-le. Non, mais attendez. Anas Kazib, on va laisser répondre. D'abord, je ne suis pas dans le gouvernement, donc le simulateur, il va arriver. Il faut des conditions les plus optimales pour le faire. Mais les questions que vous posez, parce qu'il n'y a pas une question à laquelle on veut répondre, et quand on arrive au bout du bout, vous dites, au pire, je n'y crois pas. C'est un mensonge. Et donc, comment voulez-vous qu'on avance? Sur quoi êtes-vous capable de faire? Alors, vous voulez qu'on fasse confiance, vous voulez qu'on fasse confiance, madame. Mais excusez-moi, oubliez le syndicalisme, etc. Enfin, vous voulez faire moi, je vois les personnes avec lesquelles je discute qui sont des salariés du privé. Moi, j'ai même dans ma famille des gens qui sont entrepreneurs, artisans. Excusez-moi, lorsque vous donnez en charge, parce que Jean-Paul Delevoye, vous voulez l'oublier, et je comprends pourquoi vous voulez l'oublier. Mais il a été nommé quand même. D'accord, il est passé de haut-commissaire chargé au projet à ministre délégué Agnès Buzyn en charge du projet de réforme des retraites. Ce monsieur-là, il avait 14 mandats. 14 mandats et vous voulez que les gens fassent confiance à un monsieur qui est un cumulard sans précédent. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est un cumulard. Alors juste une petite vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous avez des arguments là qui tombent complètement à côté. On est en train de trouver ça normal qu'une réforme on demande de l'équité. Le principal instigateur, il n'a rien à voir avec d'avoir une retraite dans les années à venir. C'est pas monsieur Delevoye ou monsieur Macron. Les efforts, les concessions, elles doivent être faites des deux côtés.
les efforts et les concessions. Moi, lesquels êtes-vous prêt à faire aujourd'hui? Négocier, il faut être deux, ça c'est clair. Moi, les concessions que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de perdre du salaire, d'accord, pendant que on ne sait pas pourquoi le gouvernement, à part dire qu'il est à côté de la population, moi ce que je vois, c'est que la totalité des lignes de métro, à part la 1 et la 14 aujourd'hui, ont circulé. Les lignes automatiques. Les lignes automatiques, heureusement qu'elles sont automatiques, sinon il n'y aurait rien du tout. Oui. Le RER A et le RER B n'ont pas circulé, les autobus aussi c'est pareil. Donc c'est ça l'avenir, l'installation des lignes automatiques, l'arrivée de la concurrence c'est 9% de grévistes. Lorsqu'on regarde les taux de 9% de grévistes qui paralysent le pays. Je vous dis pourquoi on n'a pas confiance d'une part. En tant que cheminot, aujourd'hui, nous, on est soumis déjà à la SNCF. Quand je prends que la SNCF, on est soumis à la concurrence, ouverture à la concurrence à partir de 2020. C'est comment vous allez faire d'ailleurs à ce moment-là? Que les gens comprennent, c'est-à-dire à partir de 2020 et l'ouverture à la concurrence, il y a un décret que Elisabeth Borne a fait passer, c'est-à-dire qu'on a 12 mois de garantie statutaire. Admettons demain Keolis rachète ma ligne. Lorsque je passerai à Keolis, mon système des retraites tombe. Pareil pour la loi LOM, c'est pour l'autobus, c'est-à-dire que les conducteurs de la RATP à qui on envoie une lettre en disant vous n'êtes pas concernés, ces conducteurs-là, si demain ils basculent chez Transdev, Veolia ou Keolis, ces personnes-là n'auront pas les garanties de leur situation. Voyagera pour moins cher et de façon plus régulière aussi. Vous regardez un peu ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? L'abonnement imaginaire en Angleterre, il est à 400 €. Je regarde ce qui se passe dans le pays où aujourd'hui ça ne roule pas. Et aujourd'hui vous êtes en grève pendant les fêtes de Noël en plus. Mais il faut vous satisfaire qu'on ait le droit de grève dans ce pays. Il y a d'autres droits aussi. Il y a d'autres droits aussi importants. Il y a le droit de circuler, il y a le droit d'aller. Il y a le droit que les familles se réunissent pour Noël. Il y a le droit que l'activité économique et commerciale ne s'écroule pas. Il y a le droit que le pays ne soit pas paralysé par quelques acteurs. Monsieur le maire, je suis entièrement d'accord avec vous. Faites une lettre, envoyez-la à Monsieur Macron, dites-lui au lieu de faire une trêve et de demander une trêve, demandez à Monsieur Macron de faire une trêve. Moi je demande une trêve sur le plateau, si je peux éventuellement vous poser une question, Anas Kazib. Sur l'ouverture à la concurrence que vous évoquiez, cela ne vous dérangera pas que vos confrères qui font exactement le même travail aient moins de privilèges que vous? Les confrères qui font le même travail. Enfin, moi, si vous me demandez, mon avis, je suis pour qu'il y ait une seule entreprise du transport, c'est-à-dire que le conducteur de Au Havre, en Normandie, ou le cheminot, il soit dans une même et une seule entreprise publique du transport. Moi, je serais pour qu'il y ait une égalité. Vous savez, moi, je suis pour la fin des régimes spéciaux. Je vais vous donner un scoop. Je vais vous donner un scoop. C'est la soviétisation des transports. Je vais vous donner un scoop. Je suis pour la fin des régimes spéciaux. Je suis pour un seul et unique régime. Je suis pour un seul et unique régime, mais un régime par le haut, d'accord? Un régime où, en fait, ne soyez pas insultants. Vous voulez une administration, une économie administrée par l'État. Il n'y a pas des administrations administrées par l'État, notamment l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Sénat. Vous accusez d'être de droite, on peut vous accuser d'être d'extrême gauche. Par Total et Crédit Lyonnais. Qu'est-ce que vous racontez? Pendant ce temps-là, la mobilisation. On demande une nationalisation. Vous parlez de vous accuser d'être d'extrême gauche et je crois qu'on ne se trompe pas beaucoup. Mais quel rapport? Messieurs, dames. Vous avez démontré quoi là? En disant qu'on est d'extrême gauche. Vous disiez que nous étions de droite. Bon, allez, une image à laquelle j'aimerais vous faire réagir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Une image, on est à Agen, regardez cette image, c'était hier soir. C'était au stade Armandie qui a été plongé dans le noir. C'est la